Merci de votre invitation. Faut bien regarder ça parce que c'est un animal, enfin je pense que vous connaissez tous les animaux, mais les animaux nous apprennent beaucoup de choses. Cet animal, c'est un okapi. Voilà. Évidemment que les premiers qui n'en ont vu qu'un morceau, dans la forêt, ceux qui ont vu les fesses ont dit il y a un zèbre bizarre dans la forêt, ceux qui ont vu la tête ont dit il y a une girafe bizarre dans la forêt. Ceux qui ont vu l'ensemble, ils ont dit qu'est-ce qu'ils sont bêtes d'avoir pris ça pour un zèbre ou pour une girafe. C'est un animal complètement différent, certes de la famille des, il a des mamelles, c'est un mammifère, mais bon. Eh bien c'est pareil, je vais vous montrer que cette association Mickey-cholangite sclérosante primitive, c'est une Mickey particulière. Voilà, c'est ni une girafe, comme dirait un radiologue, ni... c'est une maladie particulière. Et toc. Je rebondis sur la question d'avant pour vous dire, parce que c'est peut-être une introduction dans le fond, combien vous connaissez de maladies inflammatoires cryptogénétiques de l'intestin, de Mickey. Évidemment, on va dire la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, mais ça, c'est pas moderne de dire ça. Parce que la biologie, c'est-à-dire la génétique et la microbiologie, chacun travaillant séparément avec des fonds séparés dans des groupes séparés, disent tous il y a 3 maladies. La maladie de Crohn de l'intestin grêle, qui a d'ailleurs été décrite par M. Crohn et ses petits camarades, la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn du côlon. Voilà. Bon, alors c'est juste une petite intro pour vous rappeler que les choses évoluent et c'est des maladies différentes. Alors là encore une maladie différente, cette Mickey associée à la CSP. Alors après, je déroule, ça va être facile parce que tout le monde sait tout le monde se répète. On dit... Allez, une Mickey est associée à la CSP dans 60 à 80% des cas, au moins dans nos études à nous qui nous intéressent, nous, c'est-à-dire les études d'Europe du Nord. Et puis, les faits saillants, je vais les passer les uns après les autres. C'est souvent une maladie pancolique, souvent une maladie peu parlante cliniquement, qui s'associe plus souvent que le hasard à une iléite de reflux, souvent avec une épargne du rectum comme c'est bizarre, et puis un risque accru de cancer. On va voir tout ça. Il y a un beau papier qui fait plein de tableaux quand on cherche les choses, c'est bien d'avoir un bon papier. C'est cette revue générale pas très très ancienne qui reprend toutes les séries et que vous allez voir, je suruse dans ce topo. Pourquoi je la suruse ? Parce que ça nous permet d'avoir des références et puis les chiffres. Bon, voilà à peu près le nombre de patients qui ont été étudiés dans ces différentes études, qui disent qu'il y a un peu plus de mal. Et puis alors, je rentre, c'est quelle Mickey ? Je rentre dans mon sujet. Quelle est la Mickey associée à CSP ? Alors, après ce topo, vous allez dire, c'est la Mickey spéciale CSP. Mais jusqu'à maintenant, les autres, ils n'ont pas fait comme ça. Ils ont dit, c'est une UC, c'est-à-dire une rectocolite hémorragique, ou c'est une maladie de Crohn. Et comme vous le voyez, quand on prend des classifications usuelles, macroscopiques, histologiques, ça ressemble vraiment à une rectocolite hémorragique dans 83, 97, allez, on va dire entre 60 et 80% des cas, ou à une maladie de Crohn dans le reste du pourcentage des cas, avec un certain nombre de cas qu'on dit non classés, le terme indéterminé étant en principe pour les mycologues stricts réservé au cas où même avec la pièce de colectomie, on n'est pas capable de dire ce que c'est. Les hépatologues doivent bien avoir des trucs comme ça. J'en suis sûr. Des trucs comme ça. Voilà. Alors, quelle est la localisation de cette Mickey ? Là aussi, plus ça va, plus on se dit, mais c'est spécial quand même cette affaire par rapport à nos Mickey usuels. Pourcentage de malades avec une... alors, on va commencer par les pancolites. Vous voyez, les pancolites dans les Mickey non CSP, 60, 50, 60... Bon, allez, on va dire 50 à 70% des cas. Et, dans les... Mickey associé au CSP, là on voit des chiffres beaucoup plus élevés. D'accord ? Donc c'est plus souvent des pancolites, et du coup moins souvent des colites gauches, qui sont, normalement un tiers des Mickey sans CSP et moins, et alors encore moins souvent des rectites isolées. Là les rectites isolées, vraiment, on va dire, vous voyez, alors il y a bien sûr, allez, on va dire 13%.
C'est pas beaucoup. Bon. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je l'ai mis sur ce bout du tableau, l'épargne rectale. Un gros piège pour les gastro-entérologues, l'épargne rectale, parce que souvent, quand on fait une rectoscopie, qu'on ne trouve rien, on dit il n'y a pas de rectocolite, puisqu'il n'y a pas de rectite. Bon, l'épargne rectale, dans les Mickey standards sans CSP, c'est quelque chose de rare, sauf quand on est un gastro-entérologue bizarre. Sinon, habituellement, c'est moins de 10%, alors que, comme vous le voyez, dans les Mickey associés au CSP, c'est pas si rare. Alors tout de suite, un commentaire, évidemment. Qu'est-ce que c'est qu'une épargne rectale ? Si quelqu'un ne fait pas beaucoup de rectoscopie, il ne va pas avoir des lésions minimes. Et il va avoir besoin de la biopsie. Les lésions minimes, qui sont quand même le témoin d'une inflammation du rectum, c'est la disparition de la trame vasculaire. Souvent, ce sont des maladies qui ne sont pas ulcérées, ils ne sont pas hémorragiques. Ils sont les deux autres critères qu'on juge quand on cherche à évaluer la gravité d'une rectite, mais quand même, il y a des disparitions de la trame vasculaire. Cela dit, allez, il y en a vraiment, il n'y a rien du tout dans le rectum. D'où l'importance, quand on fait une coloscopie pour rechercher une Mickey associée à une CSP, de faire des biopsies systématiques, non pas parce que les gastros sont nuls, mais parce que les anapathes sont très bons. Où est-ce que la maladie de Crohn, elle est souvent colique, allez, on va dire 50-50, 50% des cas purement coliques, 50% des cas iléocoliques, mais alors exceptionnellement, du coup ça permet de publier, vous voyez, 3 cas publiés en 2016. Exceptionnellement iléal pur. Et pour publier, il faut quand même vraiment prouver que le côlon n'avait rien du tout avec des biopsies nombreuses. L'iléon a l'air d'être bizarre dans cette maladie très particulière. Ça, c'est des choses qu'on voyait souvent. Il y a quelques années avant d'opérer les rectocolites hémorragiques, c'était le lavement baryté. Évidemment, maintenant, on n'en fait plus. Et quand on faisait ces lavements barytés, on voyait des choses qu'il faut toujours imaginer avec notre morphologie nouvelle, c'est-à-dire la tubulisation du côlon, la teinte pancolique et le reflux dans la dernière anse quand on fait un lavement. Et donc l'iléite de reflux, ça c'est une valvule pour hépatologue, vous voyez. Je vous explique. D'abord, on vous a raccourci le côlon parce que c'est difficile. Donc vous êtes à 45 cm, il vous reste environ 70 cm pour tenter de franchir la valvule. Et l'anesthésiste n'a rien fait, mais la valvule est ouverte. Bon, alors, allez. Alors, on a 45 minutes, c'est bon. Et vous passez cette valvule béante et vous vous retrouvez dans un iléon. C'est marrant, c'est pas normal. Puis on cherche nos mots. On cherche nos mots pour décrire le pas normal. Ou l'histologiste, il va dire c'est enflammé. Mais c'est vrai que dans le fond, peut-être le relief, peut-être la couleur, c'est pas ulcéré, mais il y a une iléite. Voilà. Alors cette backwash iléitis, iléite de reflux, elle est présente, comme vous le voyez, en moyenne dans 16% de cette Mickey associée à la cholangite sclérosante. Si je reste, tant qu'à faire, terminons avec l'iléon, là. Si je reste dans l'iléon, l'une des particularités de cet iléon, c'est si on retire le côlon et qu'on s'en sert pour faire un réservoir d'anastomose iléo-anale, cet iléon va s'enflammer plus souvent que si on a pris de l'iléon de Mickey non CSP. Voilà des études. Alors, c'est écrit tout petit, c'est illisible, mais je me rappelle Christophe Pénat, il y a 25 ans, avait fait une étude comme ça, et ça continue, ça se répète dans la littérature. Le pourcentage cumulé de développer une pouchite aiguë, une inflammation du réservoir, est plus élevé dans le temps chez les malades qui ont l'association par rapport aux malades qui n'ont qu'une rectocolite hémorragique. Alors vous allez dire, c'est terrible, et c'est d'ailleurs ce qu'avait dit Christophe Pénat à cette époque. Il revenait de la Mayo Clinique, dire arrêtons d'opérer les malades du côlon parce qu'on leur donne la pochite. Enfin, pourcentage de pochite élevé. D'accord. À un moment donné, on est coincé quand même. Il faut faire cette opération parce qu'il faut prévenir ou traiter le cancer du côlon. D'accord. Alors, peut-être faut-il donner une bonne nouvelle. Quand on regarde les choses,
ils font moins de maladies de Crohn de la poche. Donc en fait, ils font des pochites récidivantes, aiguës, mais qui évoluent de manière plus sympathique que certaines pochites très chroniques de rectocolite, très chroniques, qui vont être très creusantes et ressembler à une maladie de Crohn. Là aussi, on ne sait pas si c'est des maladies différentes. En tout cas, peut-être une façon de regarder les choses quand on choisit une opération pour un petit jeune, là, hein, à qui on va retirer le côlon et qui va aller aux toilettes 5 fois par jour, c'est de se dire dans quel pourcentage des cas il va y avoir un échec de la poche. 5% contre 2,5% dans cette étude. Donc c'est quand même pas des pourcentages extrêmement élevés. Alors la dysplasie, bon, gros tableau, mais c'est pour vous dire, ben oui, il y a plein d'informations, et donc je vais essayer de traiter avec vous cette inflammation. Plus d'inflammation chez ces malades que dans la rectocolite hémorragique standard. Enfin, plus de dysplasie, pardon, plus. Du coup, d'où ce qui a été dit tout à l'heure, la nécessité d'un dépistage particulier. Où va survenir la dysplasie et le cancer? Alors là aussi, il faut que l'endoscopiste soit au courant, parce que s'il fait ça comme dans une rectocolite hémorragique standard, dans la rectocolite hémorragique standard, les cancers du côlon sont plutôt des cancers distaux, alors que l'atteinte proximale est beaucoup plus fréquente, le côlon droit, dans la rectocolite, enfin dans les MICI associés à la CSP. Donc c'est là où il faut être concentré, c'est là où il faut faire beaucoup de biopsies, c'est là où on est embêté parce qu'il y a de la bile, parce que c'est un peu jaunasse, parce que quand on lave de la bile, ça mousse et que ça reste sale, parce qu'on n'a pas envie de rajouter du bleu alors que c'est déjà jaune. J'en vois qui ont déjà fait ça dans leur vie, quoi. Et qu'on a envie de dire, oh ben comme il y a de l'inflammation, j'ai pas fait de biopsie. Parce qu'après tout, c'est pas mon fils... il a l'âge de mes enfants, mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut être très motivé. Là. Ils font le cancer du côlon droit. Certes, on est content comme tout, on a atteint la valvule. Et bien là, on biopsie le côlon droit plein, à la recherche de cette dysplasie. Alors, la cancérogénèse est particulière. Hein. Donc là, c'est pub pour l'article de Laurent Baugerie qui a fait la revue générale sur les processus de dégénérescence dans ces colites associés au MICI, très différents, et avec notamment des mutations génétiques qui surviennent très tôt dans le processus de cancérogénèse et partout. Alors ça, c'est probablement un grand sujet de recherche pour tout le monde là ici. Maladie rare. C'est-à-dire que quand on regarde les mutations qui s'accumulent dans le côlon, ça c'est un papier qui a quelques années maintenant, on s'aperçoit que c'est une cancérogénèse de terrain, c'est-à-dire il y a plein d'endroits qui sont mutés et à haut risque de faire le cancer un jour. Donc là, il faut qu'on continue à chercher, on ne sait pas pourquoi ils font ça, mais on sait qu'ils vont le faire. Et les recommandations, vous voyez les chiffres, hein, j'ai repris encore une étude, ulcérative colitis, rectocolite plus cholangite sclérosante par rapport à ulcérative colitis toute seule, risque de développer une dysplasie, des lésions synchrones, etc. Tout ça énormément plus fréquent au cours de la CSP, d'où la recommandation de faire une coloscopie annuelle dès le diagnostic. Toutes les sociétés recommandent ça. Toutes. Avec une chromo-endoscopie. Alors là, déjà, les sociétés s'effondrent un petit peu. Conseillées, parce qu'il faut évidemment que les gastroentérologues sachent la faire. Et on sait bien que c'est difficile, ça prend du temps, on est gêné par la bile qui est souvent dans ces côlons, c'est pas si simple. Et puis alors, est-ce qu'il faut faire des biopsies ciblées ou des biopsies systématiques? Alors vous avez bien vu, c'est-à-dire de plus en plus, maintenant on est en train de dire que dans la rectocolite hémorragique ou dans la maladie de Crohn, on est très fort maintenant, on sait voir le cancer. Grâce à nos nouveaux appareils qui grossissent plus, avec une haute définition et l'expérience qu'on peut avoir de mettre du bleu ou de l'indigo-carmin de temps en temps. C'est vrai, mais pas dans la cholangite sclérosante. Pas dans la cholangite sclérosante. Donc les recommandations continuent à dire, avec un niveau de preuve qui est très bas, hein, c'est des recommandations de groupes d'experts, mais d'experts qui perdent des jeunes malades, quoi. Donc c'est
forte recommandation avec bas niveau de preuve, biopsie systématique. Bien sûr que si on voit un cancer, il faut le biopsier, biopsie ciblée. Mais si on ne voit rien, biopsie systématique, notamment dans le côlon droit. Donc, c'est une maladie. Alors, quelle est cette maladie et pourquoi je pense, comme plein de gens, je n'ai rien inventé, que c'est une maladie? Quand on regarde les papiers récents, c'est exactement la même chose que dans nos Mickey, où je vous dis maintenant, on isole la rectocolite et la maladie de Crohn qui ressemble à la rectocolite qui atteint que le côlon. Et bien là, quand les généticiens ils se mettent derrière des cholangites sclérosantes, enfin, ils regardent tout, ils disent clairement, ce n'est pas les mêmes facteurs de risque génétiques qui expliquent chacune de ces maladies. Il y a des choses croisées, mais le hasard est dépassé et clairement, ils nous disent, ça ressemble à une maladie unique qui est génétiquement distincte des Mickey classiques. Ah, ça c'est intéressant. Moi, je suis plutôt microbiote, mais c'est la même chose, le même message. C'est-à-dire que quand on regarde les études, et ça sort, ça fait 3 guts cette année, enfin en 12 mois. Oui, il suffit d'avoir de la crotte quelque part, et puis un biologiste moléculaire, et puis on publie. On publie ce qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire que, tiens, c'est bizarre. Alors ce qui est intéressant après, c'est écrit tout petit, mais voilà, LC control, les sujets sains, ceux qui ont la cholangite sclérosante tout seul, ceux qui ont la cholangite sclérosante plus une rectocolite ou une maladie de Crohn, et puis on compare ça. Encore une fois, il suffit d'avoir de la crotte et un chercheur, et on compare ça à la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, et on dit c'est différent. Alors le problème, comment on fait pour publier? Il suffit de dire, premier papier c'est différent, deuxième papier c'est pareil, troisième papier c'est différent, enfin c'est comme ça qu'on fait. On introduit une controverse. En fait, tout dépend de quelles lunettes on met. C'est-à-dire, on a tellement d'outils pour décrire le microbiote. Si on s'intéresse à une espèce ou à un genre, on va trouver des différences qu'on ne va pas voir si on regarde l'ensemble du microbiote. Ou parfois, c'est l'inverse. On dit l'ensemble du microbiote est perturbé, mais je n'arrive pas à voir précisément. Donc c'est ça qui explique ces discordances entre les études. Ce qui est très intéressant, c'est de voir, alors du coup, il y a des maladies contrôles qui ne sont pas utilisées encore, je n'ai pas encore vu, CBP versus PSC. Mais on va le voir, quoi. Enfin, c'est clair. Et on verra à ce moment-là des effets communs à la cholestase, entre guillemets, qui est un facteur finalement écologique pour nos bactéries coliques. Et puis on verra donc des points communs et des différences. Ce sera rigolo. En tout cas, aujourd'hui, il est déjà clair qu'il y a des choses qui ressortent de manière significative dans ce sous-groupe particulier de malades. Est-ce que ça m'aide à les soigner? Pas du tout. Mais bon, mais voilà. Alors vous allez dire, ah oui, mais est-ce que par hasard, il y aurait des biais? Est-ce que par hasard, ce qu'on serait en train de mesurer là, ce serait l'effet de l'URSO, par exemple? Il faut les étudier, ces biais. Il faut les étudier, et ce qui est intéressant, c'est que quand on donne de l'URSO à quelqu'un, en fonction des études, il y a des études qui disent, tiens, ça change le microbiote, et là, la discussion est facile. Oui, vous avez donné à manger de l'URSO au microbiote, normal qu'il change, non? Normal qu'il devienne plus beau, l'URSO, quoi. C'est-à-dire qu'il est capable de métaboliser l'URSO, vous favorisez un certain écosystème en défaveur d'un autre. Et puis il y a des papiers qui disent ça ne fait rien du tout, et là on dit oui, c'est normal aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire dans tous les domaines. Donc l'un des derniers Gut disait l'URSO ne fait rien du tout sur le microbiote de la CBP, et il y a plusieurs Gut de cette année qui disaient l'URSO fait quelque chose sur le microbiote de la CSP. Moi, mon interprétation, j'ai une interprétation, niveau de preuve, avis d'expert, nul, mais pas plus mauvais que les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque tout ça, c'est dans les discussions. Mais probablement, l'URSO fait quelque chose de mesurable une fois et de non mesurable une autre fois. Pareil, quand on regarde la muqueuse, les bactéries associées à la muqueuse, il y a des profils qui semblent particuliers. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'on peut encore faire des papiers, parce qu'il y a des gens qui ont dit « Oui, mais c'est aussi particulier à la ville dans laquelle l'étude a été faite. » À Oslo, il y a ça, et dans, je ne sais plus quoi, en Amérique du Nord, à Calgary, il y a ça. Alors,
Qu'est-ce qu'on en fait? D'où l'importance des travaux de recherche que vous allez enclencher ensemble. Bon, alors peut-être que dans le fond, et je termine là-dessus, parce qu'on pourrait s'en servir comme un test diagnostique. Ah, vous voyez, hein, une courbe ROC d'un profil microbien obtenu dans les selles de sujets, alors des rectocolites, des sujets contrôle, des cholangites sclérosantes, et là, finalement, il y a des choses, vous voyez, qui sont plus fréquentes dans la cholangite sclérosante que chez les sujets contrôle, la comparaison est là, et puis qui essaye de faire la différence entre cholangite sclérosante associée à la rectocolite et rectocolite sans cholangite. Dernier truc, c'est difficile, c'est cette partie de la courbe, ça sort pas très bien. Mais voilà, on pourrait en faire un test, par exemple pour les pédiatres, pour savoir s'il faut faire la colo. On la fait toujours. Bonne réponse. Voilà. Enfin, vous voyez, peut-être que dans le futur, on va évoluer comme ça, en ayant des éléments. Finalement, le microbiote, c'est un témoin d'écologie. C'est comme les abeilles. Ouh là là, il n'y a pas beaucoup d'abeilles, ça doit être pollué. Ouh là là, il y a tel profil microbien. Ça pourrait être un terrain à faire une coloscopie, enfin, à suspecter une Mickey et à faire une coloscopie. Voilà comment va évoluer la recherche je pense, dans les années qui viennent. Donc, en conclusion, ce sont des maladies rares. C'est une maladie particulière, cette CSP associée, cette Mickey associée à la CSP, vraiment cliniquement très particulière, génétiquement différente, écologiquement différente. C'est grave, ça donne le cancer. Il faut suivre des recommandations qui sont difficiles à suivre. 1, pour les malades. 2, du coup, pour les docteurs. Il faut donc il faut beaucoup de courage, mais voilà. Et probablement, il faut aussi les traiter différemment. Et ça, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas comment les soigner. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau médicament, on se dit, je vais faire une publication dès que j'aurai traité 2 malades avec, je ne sais pas, un inhibiteur de JAK, enfin, je ne sais pas ce qui va sortir, mais bon, mais ça, c'est des paillettes, c'est rien. Quelle est la réflexion biologique derrière tout ça pour dire qu'il faudrait traiter ces malades comme ça? Donc aujourd'hui, on les traite avec de l'urso, pas trop d'urso. Des fois que trop d'urso, ça donne le cancer du côlon. Enfin, je pense que plus personne donne beaucoup d'acide urso désoxycholique. On en donne des inférieurs ou égal à 25 mg par kilo, quoi. 20, hein. Bon, voilà. J'ai terminé. Merci.